Donc à nouveau, vraiment, c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir tous les deux, Nathalie et Damien, pour, que tout le monde partage la même information. Donc Nathalie, vous avez un point commun, au moins, Damien et Nathalie, c'est d'avoir une formation de géographe et d'être bien évidemment passionné par la question du vivant dans la société, dans la ville. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait appel à vous. Donc Nathalie est géographe et artiste pardon, et directrice de recherche au CNRS, et Damien est géographe et anthropologue. Voilà. J'avoue que ce qui m'a intéressée dans le fait d'organiser une rencontre entre tous les deux, c'est aussi que vous partagez cette notion importante du rôle majeur du territoire dans la transition écologique, et que vous interrogez chacun de votre côté et à votre façon la façon dont l'humain a façonné une vision anthropocentrée de sa relation avec la nature, comment l'humain a développé, avec son côté conquérant et ingénieux au fil de l'évolution, sa maîtrise, et qui s'est transformée en domination, puis en destruction du vivant finalement au fil des siècles, jusqu'à tendre maintenant dangereusement vers une forme d'irréversibilité. On est à ce moment-là et il faut faire des choix. Dans nos sociétés occidentales, néolibérales bien sûr, qui sont à l'origine de l'industrialisation, du productivisme, et qui par ailleurs revendiquent une forme d'universalité, l'opposition entre nature et culture a certes permis des progrès et des conquêtes immenses, mais comme un corollaire longtemps occulté, le développement d'un système fondé finalement sur la prédation. Alors qu'il repose sur une économie capitaliste ou administrée, il est aujourd'hui, au vu de l'état du vivant et du climat, fortement remis en question. J'aimerais que ce matin, on puisse en dire un mot, et surtout, évidemment, ouvrir des perspectives. Et c'est parce que nous souhaitons, à travers ces séminaires, et bien évidemment en donnant la parole à nos invités, contribuer à inventer ce monde d'après, comme on dit maintenant, euh, dont le choc historique que nous vivons en ce moment de cette pandémie accélère l'advenu. Je pense qu'on est vraiment à un moment de transition, que nous trouvons avec ces séminaires et que nous nous employons à poser les jalons d'une république écologique à travers différents éclairages, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque ce séminaire est le 5e de notre série. Donc, je vous remercie tous les deux. Vous avez accepté de partager vos réflexions et de vous soumettre à l'exercice que je vous ai suggéré, d'une projection à travers quelques propositions pour posant les termes d'un cadre plus ou moins institutionnel en devenir, dont les fondements pourraient, à l'instar d'autres civilisations dans le monde, replacer le vivant, c'est-à-dire les humains et le non-humain, au cœur d'une société nouvelle qui ne pourrait, à notre sens, qu'y gagner, et en prenant soin d'elle-même et de la planète davantage que ce que nous faisons aujourd'hui. Ce serait un bon début pour le monde d'après. On espère qu'il commence ce matin, pourquoi pas. Voilà. Et donc, pour finir, je voudrais citer un extrait d'une revue que vous connaissez sans doute, qui vient de sortir, qui s'appelle Germinal, dans laquelle Dominique Méda a écrit quelques mots et rappelé que pour que les opérations de production et de consommation ne détruisent plus nos patrimoines essentiels, c'est-à-dire naturels, sans que rien ne puisse arrêter le processus et basculer d'un paradigme de domination et d'exploitation à un paradigme de prendre soin, il est nécessaire d'avoir des porteurs de cause et des rédacteurs de récits, et qu'il appartient désormais d'écrire de nouvelles visions du monde et de nourrir le débat public approfondi. Donc, je forme le vœu ce matin que nous soyons ceux-là et celles-là. Et c'est pourquoi je passe la parole tout de suite à Damien. Et puis, on organisera donc après ta présentation, Damien, quelques questions.
Et puis ensuite, Nathalie prendra la parole de la même façon avec quelques questions. Donc, je remercie beaucoup celles et ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire. Et Isabelle, qui est quelque part par là, voilà, Isabelle m'aidera et on fera ensemble éventuellement le recueil de vos questions dans la deuxième partie. Merci Damien et la parole est à toi. Merci beaucoup Claire, merci pour cette introduction, merci pour ces mots de Dominique Méda aussi dans lesquels je me retrouve beaucoup. Alors tu disais qu'on avait un commun avec Nathalie Blanc, la géographie effectivement, mais je préfère dire que c'est pas du tout le même niveau de géographie puisque j'ai pas encore soutenu mon doctorat et Nathalie est quand même l'une des très grandes géographes françaises, donc très heureux et aussi honoré d'être ici aujourd'hui pour croiser la pensée avec vous. Merci encore de l'invitation. Et peut-être sur la présentation que je voulais faire aujourd'hui, j'avais plutôt envie, sans prétention de porter des vérités générales, plutôt montrer un chemin de regard possible sur notre République et sur les transitions associées à cette République à travers finalement les deux disciplines que je pratique et depuis lesquelles je parle, la géographie, mais notamment la géographie culturelle, qui tend même vers, alors pardon pour ce thème un peu barbare, mais vers la phénoménologie, c'est-à-dire une géographie qui se place dans les yeux des individus pour comprendre les territoires. Et on le verra ensemble, ça permet de formuler une définition des territoires un petit peu différente que celle qu'on entend dans le débat public généralement. Et puis l'anthropologie de la nature, c'est-à-dire cette anthropologie qui s'intéresse aux récits et aux histoires entrelacées entre humains et non-humains. Alors les non-humains en anthropologie de la nature, peut-être pour spécifier ce terme, c'est bien sûr les animaux, les végétaux, mais dans certaines sociétés, c'est également un rocher auquel on destine un lieu sacré, par exemple. C'est également des cascades, l'eau, l'air, des fantômes, les ancêtres qui étaient là hier et qui continuent à guider les pas de ceux qui sont là aujourd'hui, les générations qui viendront demain. C'est un petit peu de tout ça, les non-humains, en fonction des sociétés. C'est tout ça qu'on a eu tendance à oublier dans les sociétés contemporaines et qu'il faudrait peut-être réinvestir à notre façon, à l'européenne, entre guillemets, dans le débat public et en politique. Et peut-être pour commencer ce débat, j'avais envie de vous déployer un constat à la fois scientifique et politique, qui est de se dire que finalement, nombre de crises sociales et environnementales que l'on connaît aujourd'hui peuvent être ramenées, résumées à une crise de l'un, L', à une crise de l'uniformité. C'est-à-dire au sens, à force de penser voilà, un seul et même modèle économique, une seule et même manière d'aménager les territoires, quelque part, une seule et même manière de faire éducation, de faire démocratie, eh ben, on a créé énormément de précarité sociale et environnementale dans les territoires. Moi, je crois qu'il y a trois grands piliers, il y en a d'autres, hein, mais moi, j'aime bien essayer de penser ces trois grands piliers pour renseigner l'uniformité. Il me semble assez systémique et assez opérationnel d'un point de vue politique. Le premier, c'est bien sûr la manière dont on a pensé les territoires jusqu'alors. C'est-à-dire que on a eu tendance à penser les territoires au sein de filières économiques et sociales en grande partie déracinées des épaisseurs anthropologiques, des épaisseurs paysagères qui ont eu tendance à les composer. Ces dernières décennies, ces derniers siècles, je pense qu'il y a eu trois formes de grandes politiques publiques, de grandes idéologies territoriales qui ont participé à créer pas mal de précarité. Vous les citez peut-être très rapidement, on pourra y revenir plus en détail sur le débat, mais la première, c'est selon moi les avantages comparatifs, c'est-à-dire qu'on a essayé de spécialiser chaque territoire dans des filières d'excellence qui ont été décidées souvent depuis Paris et qui se sont imposées au territoire. C'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient, etc. Tout ça, c'était des choix politiques qui ont été faits. Et en spécialisant en fait chaque territoire dans une filière d'excellence, on a créé deux biais. L'un, c'était de complètement détruire des relations locales qui étaient jugées émancipatrices pour ceux et celles qui les vivaient au quotidien. Et la deuxième, c'est que malheureusement, ces avantages comparatifs, ils n'ont pas tellement su profitiser l'avenir dans le sens où certaines filières sont devenues beaucoup plus compétitives que d'autres au fil du temps. Et là, on voulait que les territoires s'équilibrent en ayant chacun des filières différentes. Ils sont rentrés en concurrence. Exemple, les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon, ça crée quand même beaucoup moins d'influence, d'emploi et de richesse que tout l'écosystème de l'aéronautique associé à Toulouse, par exemple.
Et que dire de tous ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui aujourd'hui n'existent plus? Je pense à ces territoires où il y avait des hommes de la mine, Saint-Étienne, les Cévennes, le nord de la France bien sûr, où il y avait des hommes du feu aussi, les hauts fourneaux de la Haute-Marne par exemple, du Grand Est, mais également des femmes du fil, je pense au textile de l'Odève, au textile des Cévennes. Tout ça s'est complètement écroulé. L'État n'a pas su compenser ces plaies et aujourd'hui dans ces territoires perdent énormément de précarité. Une précarité d'abord, on va dire objective, à travers des indicateurs qui sont travaillés par des instituts de sondage comme l'INSEE, taux de chômage, taux de pauvreté très fort, mais aussi des précarités dites subjectives, c'est-à-dire un sentiment de relégation, un manque de pouvoir d'agir dans les territoires. Bref, autant de structures qui sont pourtant nécessaires pour bien vivre ensemble à l'échelle des territoires. Deuxième idéologie, très rapidement, qui se développe beaucoup plus récemment sur les territoires, c'est les pôles de compétitivité. Cette idée de, en fait, condenser dans un seul et même lieu des filières, des services déconcentrés de l'État, des industries éventuellement, des centres de recherche, participant à vider d'autres lieux de ces mêmes opportunités. Et donc là encore, on a tendance à mettre les territoires les uns sur les autres, là où on devrait travailler à différents niveaux de collaboration. Et enfin, une troisième idéologie, je pense, qui est beaucoup plus récente, en tout cas dans son avènement, et qui précarise aussi pas mal les territoires, c'est les métropoles. Alors, la métropolisation du monde. Alors, sans rentrer dans un rapport martial entre métropole et autres types de territoires, je pense quand même qu'on peut, que c'est assez opérant de les séparer et d'essayer pour mieux repenser le lien tout simplement entre ces territoires. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise la métropole, à mon sens, c'est sa capacité à reconditionner toutes les filières d'une région, toutes les filières d'un territoire à partir de son propre centre, à partir de ses propres murs en fait. Et l'un des risques et qui est vécu dans certains territoires, c'est que ça met en vassalité, ça crée un rapport de force très fort entre métropole et autres types de territoires. Et Claire, tout à l'heure, tu parlais des nouveaux récits qu'il faut construire en citant Dominique Méda notamment. Ben justement, cette métropolisation, on ne s'en rend pas compte, mais crée aussi un rapport de force très fort dans les récits, puisqu'on parle beaucoup de l'urbanisation des espaces, on parle peut-être pas assez de l'urbanisation des esprits, à mon sens presque plus performative, qui change nos manières d'être en lien, nos manières de penser, de vivre ensemble, dans le sens où aujourd'hui, on a beau vivre à la campagne, on a le regard tourné vers la ville pour disposer de pas mal de biens et de services, mais aussi parce que c'est là, dans nos imaginaires collectifs, en tout cas les imaginaires dominants, qu'on place l'émancipation, qu'on place le progrès, qu'on place les opportunités. Et ça, j'avoue en être moi-même une des caricatures de ce paradoxe des esprits qui s'urbanisent. J'ai fait des recherches actuellement sur les Cévennes dans le cadre de mon doctorat, donc un territoire hyper rural, comme certains géographes disent. J'ai moi-même grandi à la campagne, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais j'arrive pas à quitter l'Île-de-France, la région parisienne. Pourquoi? Parce que y a des chaînes invisibles qui nous relient à la ville et qu'on a du mal à briser. Et là, je pense d'ailleurs qu'il y a un grand enjeu politique sur lequel je reviendrai très rapidement ensuite, de permettre à chacun de vivre dans un territoire libre et choisi. Je pense que aimé et choisi, pardon. Et je pense que là, ça pourrait dessiner de nouveaux chemins d'engagement qui peuvent être très fertiles. Mais pour permettre cela, ça demande que retourner vivre dans les territoires ne soit pas synonyme forcément de renoncement. Et cela amène justement à repenser des politiques de coopération et de redistribution entre les territoires. Autre trajectoire d'uniformisation, très rapidement, je pense, je vais être très rapide parce qu'on la connaît bien celle-ci, mais c'est forcément le capitalisme et les modèles économiques associés. Pourquoi le capitalisme? Alors, on le connaît bien pour les formes d'inégalité que ça crée, le capitalisme, mais je crois qu'on devrait encore plus renseigner, ou en tout cas renseigner au même niveau, l'impérialisme qu'est le capitalisme. C'est-à-dire que ce qui caractérise en grande partie ce modèle, c'est d'éroder au nom du marché économique, au nom de la valeur financière des choses, éroder tous les autres symboles qu'on peut associer à des objets, qu'on peut associer à des lieux, des symboles d'ordre spirituel, d'ordre social, d'ordre relationnel. Le capitalisme a tendance à simplifier les relations, là où on a besoin plutôt de les complexifier, de les magnifier, entre guillemets. Et enfin, dernière trajectoire d'uniformité, je crois que c'est en grande partie l'écologie, en tout cas l'écologie telle qu'elle s'est inventée politiquement. Alors quand je dis ça, je prends un chemin de crête parce que je suis moi-même un écologiste,
Mais c'est vrai que l'écologie, pendant longtemps, et tu l'as dit, Claire, c'est elle-même inventée dans un rapport dual entre nature et culture. C'est-à-dire que pour protéger la nature, on a séparé, on a créé des espaces de fragmentation entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre du développement humain. Et aujourd'hui, on observe que cette séparation ne fonctionne plus tellement. Ça, moi, je l'ai vu très concrètement à travers un stage que j'ai fait dans une équipe de rangers sur la protection des populations de koalas en Australie. Pour les protéger, on les mettait dans des parcs sous cloche. Et ça posait plein de questions. D'un point de vue écologique, d'une part, ça ne marchait pas. Les populations se stabilisaient les premières années, mais finissaient toujours par décroître sur du moyen terme, car problème de consanguinité, rapports territoriaux entre les espèces, etc. Ça posait aussi des questions éthiques. En Australie, il y a des koalas qui ont des intérêts à être en zone périurbaine, aussi des inconvénients, bien sûr, et qu'au lieu de raisonner en fait la coexistence entre humains et koalas dans ces zones périurbaines, on leur demandait de partir, et on leur demandait de partir au nom de la protection. C'était un discours sur lequel je bloquais personnellement parce que j'avais l'impression d'une forme d'hypocrisie. Et puis ça, je le découvrirai plus tard, et ça, je pense que ça rejoint en grande partie des travaux de Nathalie, mais aussi d'autres auteurs comme Corinne Pelluchon, par exemple, qu'en fait, la violence entre l'humain et le koala cachait une autre violence, le refus de la coexistence entre population occidentale et population arborigène. Je pense que l'un et l'autre prennent source, au fond, dans un même refus de l'altérité, dans une même incapacité à comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, de fabriquer, au fond, un vivre ensemble qui puise réellement dans la singularité de chaque être vivant et qui crée des modes de gouvernance qui sont justes pour chaque être vivant. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss le disait déjà à son époque, il utilisait cette phrase très belle, il disait que séparer l'humain de la nature, non pas, excusez-moi, opposer l'humain et la nature, c'est forcément opposer un type d'homme à d'autres types d'hommes, texto. Alors, lui, à son époque, il opposait là-dedans population occidentale et population dite autochtone. Mais je crois qu'aujourd'hui, on pourrait généraliser ce terme entre classe sociale, entre territoires, et je crois que les Gilets jaunes l'ont bien montré, entre quartiers, par exemple, et également entre nord et sud, entre continents, entre pays. Je pense que c'est l'un des grands enjeux et les crises sanitaires et écologiques ne favorisent pas tout ça, mais on a de plus en plus de mal à faire lien, de plus en plus de mal à se rencontrer. Et je crois qu'on a encore du mal à percevoir tous les mots, MAUX, tous les mots qui vont émerger de ces liens à jamais brisés quelque part. Si bien qu'aujourd'hui, le combat de tous les combats me semble être de réhabiliter ce lien à toutes les échelles d'action que ce soit. Et cela m'amène à la deuxième partie que je voulais vous présenter encore quelques minutes sur comment, en fait, face à ce constat de l'uniformité et de toutes les précarités que cela fait émerger, on peut essayer de repenser une république plus juste, plus inclusive de tous les êtres vivants. À mon sens, il faut absolument essayer de rétablir, de renseigner d'abord, c'est aussi une entreprise scientifique, et de rétablir en politique ces interdépendances entre humains d'abord, mais avec le non-humain ensuite. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Claire en introduction, l'échelle qui me semble le plus pertinente pour ça, c'est l'échelle des territoires. Pourquoi ? Parce que dans les territoires, on peut déjà observer facilement que la construction des mondes n'appartient pas qu'aux seuls humains, que le non-humain fabrique également des espaces, fabrique également des paysages, et c'est ça qui compose les lieux dans lesquels on vit en grande partie. Pour le dire très simplement, on sait que les castors modifient les cours d'eau, par exemple, en construisant des barrages et des huttes. La modification de ces mêmes cours d'eau influençant la vie des autres espèces. Les arbres créent un écosystème à leurs pieds qui va également influencer les autres espèces qui vivent dans ce milieu. Et puis à notre tour, humains comme non-humains ont tendance à s'hybrider dans les territoires, dans le sens où, bien sûr, les humains projettent leur mode de vie sur un territoire, le modifiant, au même titre que le climat, le paysage, le sol changent nos perceptions, changent nos discours, changent nos manières de parler et changent les façons qu'on a de se projeter en société. Réinvestir les territoires, ça permet également, je crois, d'accorder au débat public ce qui est de l'ordre de l'émotion, ce qui est de l'ordre de la sensation, ce qui est de l'ordre de la poésie
en politique. Je pense que les territoires ont été en grande partie vidés de ça dans le débat public, c'est-à-dire que quand on pense aux territoires, on a tendance à penser qu'à des choses très techniques, gestion des PLU, gestion des SCOT, agencement du millefeuille administratif entre communes, intercom et des échelles plus larges. Or, un territoire, et là pour le coup c'est de la géographie culturelle, c'est aussi un corps en mouvement dans un lieu et tout ce que nous fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu. Et c'est notamment par ces émotions que je crois qu'on peut rétablir aussi la relation dans les débats publics, la relation par-delà l'humain. Alors, rétablir ces territoires, ce n'est pas du tout, je pense, contradictoire avec un récit républicain. Ça peut l'être sous certaines conditions, et je crois que c'est l'un des paradoxes qui se formule actuellement sur le débat public. En France, on hérite d'un imaginaire républicain, certes, mais aussi très centralisateur, très jacobin, même si ce terme est peut-être un petit peu dépassé. Et ce qui caractérise en fait un système centralisateur, c'est d'uniformiser. Au nom de sa centralité, au nom d'un récit commun, quoi. Et je pense que pour rétablir les territoires, ça demande forcément d'aller vers un modèle un peu plus décentralisé, qui réaccorde régime d'engagement, régime de lien, pouvoir d'agir au territoire. Pour cela, peut-être trois petites clés, méthodes, je pense, disons idéologiques, qui peuvent un petit peu nous guider à toutes les échelles d'action pour construire cette fameuse République du vivant qu'on appelle de nos voeux. Et j'ai essayé pour ces trois grandes méthodes de débroussailler certains chemins politiques. Je ne serai pas exhaustif, hein, très loin de là, mais c'est pour donner des billes de réflexion qui pourront nous guider demain. La première, selon moi, c'est d'assumer la vulnérabilité. En fait, ce qu'on a de commun avec le non-humain, c'est d'être des personnes vulnérables et d'avoir besoin d'un tissu de relations pour s'émanciper, un tissu de relations par-delà l'humain. On a besoin de l'oxygène que nous donnent les arbres pour respirer, les bactéries de notre corps qui nous aident à digérer, puis de manière générale de tous ces gens qu'on rencontre qui nous font évoluer intellectuellement, qui nous font prendre des virages dans notre vie. Corinne Pelluchon utilise cette phrase très belle pour penser ces interdépendances, cette vulnérabilité en politique. Elle dit que vivre, c'est trois choses. C'est vivre par tous ces êtres qui nous permettent d'exister d'abord. C'est vivre pour, à partir du moment où les autres êtres vivants ont un impact sur nous, par effet de miroir, nos gestes, nos actions ont un impact sur les autres êtres vivants, qu'il s'agit de penser. Et enfin, vivre, c'est vivre avec, c'est-à-dire à partir du moment où tout est connecté, il faut essayer de réfléchir à des formes de gouvernance qui permettent cette coexistence. Et je dirais aussi que réinvestir ces interdépendances, c'est aussi essayer de trouver un dialogue fort et fécond dans la science comme en politique, entre ce qui peut être de l'ordre des connaissances issues des sciences dures et des connaissances issues plutôt des sciences humaines et sociales. Là, je vais parler depuis ma position un petit peu de géographe. Nathalie va peut-être me contredire, mais je pense que la géographie, ces dernières décennies, a eu tendance à s'inventer comme unique science humaine et sociale, au détriment de la compréhension du matériau physico-chimique de l'atmosphère. On a perdu un peu ces liens-là en géographie. Or, refaire l'interdépendance, c'est aussi comprendre comment fonctionne un climat dans le lieu dans lequel on vit, comment fonctionne un sol dans le milieu dans lequel on vit, comment fonctionne un paysage dans le milieu dans lequel on vit. Il y a deux couches pour comprendre les territoires. Il y a la couche du mythe, la couche du symbole, la couche du vivre ensemble, des régimes sociaux au fond. Et puis, il y a la couche des lois physico-chimiques au fond, des territoires. Et ça, on a oublié de le penser en géographie, en tout cas. On a aussi oublié de le penser en politique. Et ça, je le vois dans les événements liés en écologie. Jamais on invite des vulcanologues, jamais on invite des hydrologues, jamais on invite tous ces gens, des océanographes, par exemple. On aurait tellement besoin de fertiliser en fait les connaissances qui viennent de ces deux mondes et par extension les régimes d'engagement qui viennent de ces deux mondes aussi. Parce que les personnes issues des sciences dures s'engagent aussi énormément dans les territoires pour protéger un territoire, pour protéger un littoral, pour protéger un espace. Donc, j'invite à ce dialogue à toutes les échelles d'action que ce soit. Et puis, je pense que réinvestir la vulnérabilité, c'est aussi porter un message à la fois poétique et politique, qui est de désurbaniser la Terre. Désurbaniser la Terre, c'est quoi selon moi? C'est remettre de la nature là où il n'y en a plus, parce que c'est en grande partie des relations entre humains et non-humains qui permettent l'émancipation. Et puis, c'est se permettre de retourner vivre dans certains territoires.
certains territoires qui sont aujourd'hui déséquilibrés, y compris d'un point de vue écosystémique, qui perdent énormément de biodiversité parce qu'ils ne sont plus habités. Ça, c'est le cas des Cévennes, par exemple. Ce qui faisait la biodiversité des Cévennes, c'était les châtaigneraies et les systèmes paysans qui composaient les Cévennes. Aujourd'hui, on sait que les Cévennes se sont vidées à cause des différents exodes ruraux, si bien qu'aujourd'hui, 95% des châtaigneraies sont à l'abandon et toute la biodiversité associée est menacée. Le milieu se referme. Là où les Cévennes étaient mosaïques paysagères, ça devient des forêts un peu sèches de châtaigniers, qui sont des milieux certes plus stables d'un point de vue écosystémique, mais moins riches en termes de biodiversité. Retourner vivre dans les territoires, ça demande forcément aussi de redéployer des opportunités dans ces territoires. Et là, il y a des vraies réflexions à avoir pour faire en sorte que chaque territoire puisse avoir son lot d'imaginaire, son lot de récits et son lot d'opportunités. Et là, il y a des actions politiques très concrètes qui peuvent être portées. Là, actuellement, il y a les régionales qui arrivent. À l'échelle régionale, on pourrait très bien penser déployer ce que certains géographes appellent des agendas redistributifs, c'est-à-dire une entreprise qui veut s'installer à Montpellier. Il faudrait avoir le courage politique de dire non, tu vas plutôt t'installer à Alès. Moyennant, bien sûr, peut-être un accompagnement fiscal, un accompagnement en termes d'opportunités, mais voilà, on pourrait essayer de penser des politiques publiques qui conditionnent redistribution et coopération territoriale. Deuxième méthode pour porter cette République du vivant très rapidement, pour moi, c'est de porter des espaces de rencontre à toutes les échelles d'action que ce soit. Et là, il y a des choses fortes à porter. Je pense bien sûr à remettre des services publics dans les territoires, les services publics étant bien sûr avant tout des espaces de rencontre et des espaces de lien. La problématique des cafés aussi, je pense qu'on ne porte pas assez dans le débat public, mais vous savez que nombre de villages se sont vidés également de certaines formes de services privés, pourtant catalyseurs de relations, catalyseurs de vivre ensemble. Un café qui s'éteint dans un village, c'est une somme de relations qui a jamais perdu quelque part. Et réinvestir ces liens à travers des espaces pluriels, ça semble être un combat très fécond pour réinventer en fait des récits entrelacés entre nature et culture dans les territoires. Et puis enfin, je pense qu'il y a un combat qui est plus de l'ordre de l'imaginaire. Ça, je le vois énormément dans les territoires que j'ai enquêtés. Il y a énormément de conflits entre ceux qui arrivent et ceux qui sont toujours restés. Pour donner un exemple très concret, en Cévennes, dans le village de La Salle, voilà, les néo-ruraux et les archéo-cévenols, le terme est horrible, mais c'est un terme consacré, s'envoient un peu leurs identités au visage. Les néo-ruraux reprochant aux Cévenols qui ont toujours été là de s'enfermer dans des communautés existantes, dans des symboles qui jugent un peu anachroniques, etc. Au même titre que les archéo-cévenols reprochent aux néo-ruraux une manière de déstabiliser le travail, de déstabiliser un territoire, de déstabiliser les tissus de relations auxquels ils sont attachés, notamment à la communauté protestante, etc. Pourtant, quand tu prends ces deux communautés à part, eh ben, il y a des communs et que tu fais des entretiens avec eux, il y a des communs qui ressortent. À mon sens, deux communs, d'abord la culture de la résistance, plutôt issue du régime protestant pour les archéo-cévenols, mais aussi d'une certaine forme de résistance à l'oppresseur. Ça, on ne le sait pas beaucoup, mais les Cévenols ont été des justes, ont caché des juifs et ont pris le maquis d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour les néo-ruraux, c'est plutôt une résistance anticapitaliste, anti-tout urbain, etc. Il y a ce symbole commun de la résistance. Et puis, deuxième symbole commun, c'est l'amour des chemins de crête, l'amour des paysages, qui fait que certains sont restés et d'autres sont arrivés. Là, on a deux symboles communs de toutes les humanités qui composent le territoire, sur lequel on peut reconstruire un récit autour du territoire, sur lequel on peut redéployer des politiques publiques également. Et moi, c'est deux symboles qui m'arrangent parce que pour le coup, ils peuvent être inclusifs également du non-humain. L'amour d'un paysage, c'est également du non-humain. Donc, le non-humain rentre également dans l'équation finalement. Et ça serait un peu une étape qui serait à faire à l'échelle de chaque territoire, trouver des symboles qui rassemblent, en faire des projets de rencontre et en faire des politiques publiques. Et enfin, troisième, très rapidement, dernière dynamique d'une république de vivant à mon sens, c'est la justice. Une justice, bien sûr, qui pourrait s'inventer par-delà l'humain. Pourquoi la justice, c'est important? Parce qu'une fois qu'on a dit relation, on a un peu tout et rien dit. Dans le sens où la prédation, la domination, la destruction, c'est également des formes de relations. Alors, pour que ces relations soient émancipatrices pour les deux parties prenantes, je pense qu'il faut les replacer à la lumière de la justice. Et là émergent, à mon sens, de nouveaux chantiers politiques très féconds, davantage à renseigner, à mon sens, davantage à défendre dans le débat public.
que sont par exemple les droits de la nature. Les droits de la nature, pour moi, c'est ultra pertinent, par exemple, parce que quand on donne une personnalité juridique à un fleuve, on ne protège pas une nature d'un côté et une culture de l'autre. En fait, on protège un espace duquel humains et non humains deviennent les mêmes extensions. On est de fait dans une justice non anthropocentrée. On est de fait dans une justice qui emmène humains et non humains dans un seul et même bateau, cause sociale et cause environnementale dans un seul et même horizon. Enfin, au niveau de la justice, je pense que est aussi à renseigner des formes de justice à l'échelle locale qui peuvent s'inventer par des formes relationnelles. Je vous avoue être encore un peu précaire sur le sujet, c'est quelque chose que j'aimerais renseigner par la suite, mais je me souviens, j'étais pas né, j'ai lu sur la manière dont Desmond Tutu, par exemple, en Afrique du Sud, avait participé à la réconciliation entre population noire et population blanche suite à l'apartheid. C'est passé par des âgés de relations, par la parole, en fait, plus que par de l'acte légal, entre guillemets. Et réinvestir la parole, au fond, comme outil de justice, comme outil de rencontre, comme outil de lien, comme outil pour réparer ce qui demande d'être réparé, soigner ce qui demande d'être soigné et forger ce qui demande d'être créé. Je pense qu'il y a là des voies fortement à explorer et je pense que l'Afrique, à ce titre, porte des choses très inspirantes. Je vous ai parlé de Desmond Tutu en Afrique du Sud, mais je pense aussi à ce qu'a fait Paul Kagame au Rwanda, c'est d'actualité. Le président il y est actuellement. Peut-être qu'il est rentré là déjà, je pense. Euh, pour réconcilier à défaut de réconcilier, en tout cas renouer un peu ce qui a été brisé entre Tutsi et Hutu, mais aussi plus généralement, cela répond à des modèles démocratiques davantage locaux comme la palabre, c'est-à-dire une façon de prendre des décisions démocratiques par le consensus avec tous ceux et toutes celles qui habitent dans un territoire. Et ça, c'est d'autant plus beau que ça change, je crois, la vision des personnalités politiques à l'échelle locale qui n'aurait plus pour vocation forcément de prendre toujours des décisions à la place des autres, mais qui aurait plutôt pour vocation de créer de la relation pour que les décisions soient prises de manière collective. C'est-à-dire que peut-être que dans une république de vivants, ce qui ferait les personnalités politiques de demain, c'est des ambassadeurs, au fond, de la relation, des ambassadeurs du lien et par extension des ambassadeurs du vivant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Un très grand merci, Damien. C'était vraiment passionnant, intense et dense et tout à fait audacieux dans les propositions. Si parmi... Alors, il y a des Cévenols parmi nous. Ils sont cachés derrière leur vignette, mais peut-être qu'il y en a qui veulent réagir. Par ailleurs, je rappelle que tu as commis, pour celles et ceux qui veulent retrouver un peu la verve de ce que tu viens de nous dire, le contenu, tu as commis un livre que j'ai eu la chance de lire, de recevoir et de lire, que je vous recommande vivement, qui s'appelle donc Toutes les couleurs de la Terre. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui veulent poser des questions maintenant sur ce que vient de dire Damien? Sinon, on peut poursuivre et on peut discuter après. Oui, je ne vois pas de questions apparemment dans le chat. Moi, j'ai des choses éventuellement que je pourrais demander, mais je pense que ce serait peut-être pas plus mal qu'on enchaîne et que les questions nous viennent au fur et à mesure Comme entre tu les veux, deux Isabelle. débats. Si tu as quelques questions, Isabelle J'étais, Pradin est voilà, je suis notre donc amoureuse Isabelle de la Pradin. nature. Voilà, et moi donc j'ai une vision par rapport à toi, Damien, qui est plutôt de l'ordre, je veux dire, écologue, donc scientifique, et je trouve que cette vision géographe, anthropologue est tout à fait complémentaire. C'est vrai que ça me fait venir aussi des questions, moi qui ai choisi de vivre enfin, dans un petit village de 700 habitants au sud de Lyon, vraiment un tout petit village où il y a une nature très riche. Ça me fait me poser des questions. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, après je suis allée donc en Norvège, et cetera. Et c'est vrai que cette vision, que j'ai de la nature est un petit peu, je vais pas dire romancée. Je te remercie pour ce témoignage. Mais après, en venant vivre, ici au sud de Lyon, eh bien je me trouve dans une espèce
comment on va dire, de dualité, parce que cette nature, elle est vécue par les autochtones, je dirais, comme quelque chose qui a toujours été là. Et moi, j'arrive avec ma vision écologue et écologiste, avec cette envie de la protéger, chose que certains qui sont ici ne voient plus. Alors c'est pas pour dire que moi je vois des choses et d'autres non, pas du tout. Mais bon, j'ai eu la chance de faire ces études en écologie et je voudrais aujourd'hui montrer cette vulnérabilité dont tu parlais tout à l'heure, Damien. Je suis intervenue dans des écoles, j'ai fait des visites, botanistes, écologistes et cetera. Ça intéresse énormément. Mais d'autres par contre, dès qu'il y a, des arbres qui empêchent, que ça soit du voisinage et j'en suis bien concernée, ou que ce soit, par rapport à des champs cultivés, n'hésite pas à tout raser, même en période de nidification. Donc, voilà, il y a 2 visions vraiment, il y a 2 visions de cette nature. Une nature, qui va être plus, à exploiter, même si les gens se rendent compte au fur et à mesure qu'il faut faire attention. Mais qu'ils ont encore des je sais pas comment dire, une envie, de cette exploitation de la nature, cette vision, productiviste. Et chez les jeunes, par contre, alors c'est eux qui éduquent leurs parents du coup, en disant: «Mais non, il faut pas détruire cette rivière, il faut pas détruire, ce bord», voilà. Donc comment on peut associer ces 2 visions? Alors tu parlais d'un dialogue entre géographes et écologues, c'est ça, je suis tout à fait là-dedans, je le comprends très bien. Mais il y aurait aussi ce dialogue avec les populations qui sont encore marquées, qu'elles soient rurales ou urbaines, parce que Lyon s'agrandit, hein, dans mon secteur, et qui, n'ont pas cette vision des choses quoi, de vivre avec la nature, comme tu disais tout à l'heure. Merci beaucoup Isabelle. Je crois qu'il y a aussi un sujet sur les générations. Je ne sais pas si Damien, tu veux dire un mot pour répondre ou Alice voulait faire une remarque si ça va dans le sens de ce que vient de dire Isabelle. Ok. Vas-y, puis on donnera Oui, la parole à Damien après. oui, très vite. Oui, merci beaucoup, Damien. Enfin, je partage la totalité, hein, à peu près, hein, de ce que tu as dit. Je voulais juste, enfin, comme vous savez, peut-être, enfin, certains parmi vous, je suis paysagiste de métier. Et donc, tout ça me parle aussi du point de vue professionnel. Et les paysagistes, voilà, essayent depuis un certain temps justement de promouvoir une vision du projet de territoire, que nous on appelle projet de paysage, mais c'est en réalité un projet de territoire justement qui cherche à relier ce que tu dis, les liens entre le socle, donc les lois physiques, enfin, comme tu dis, et l'occupation humaine avec, et puis dans un lien évidemment de cohabitation de la nature. Et en s'appuyant notamment aussi, ce que tu disais, des questions symboliques, culturelles et d'appréciation individuelle quoi, de l'espace. Donc voilà, donc tout ça, je trouve tout ce que tu dis fait vraiment parfaitement la promotion du projet de paysage à l'échelle des territoires. Voilà. Donc, voilà, c'était juste une petite remarque d'autopromotion. Merci. Damien, tu veux dire un mot? Écoute Claire, merci beaucoup pour ces deux retours. Qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, j'ai peut-être pas les réponses toutes faites, entre guillemets, ou dirigées. Peut-être par rapport à ce que tu disais, Isabelle, sur la difficulté de faire comprendre en fait à certaines personnes les enjeux de la vulnérabilité. Je pense que en fait, tout dépend de la manière dont on en parle. Enfin, je suis peut-être très optimiste en disant ça, mais c'est un peu ce que j'ai exprimé avec l'exemple des Cévennes et les conflits entre néo-ruraux et archéo-cévenols et les nouveaux symboles à déployer. Je pense que voilà, quand on arrive dans un territoire, il faut essayer de comprendre quels sont les symboles qui rassemblent localement et de là, essayer d'en faire des entreprises de rencontres. Je dirais aussi que, enfin, c'est en tout cas comme ça que je le perçois un petit peu, mais bon, c'est très instinctif, je n'ai pas encore tellement objectivé tout ça. Mais je pense que politiquement, socialement, les gens ont tendance à être un petit peu perdus aujourd'hui. En dehors des gens très politisés, comme on peut faire partie peut-être aujourd'hui, je pense que les gens ne savent plus tellement comment se positionner sur l'échiquier politique. Et je pense l'une des sources de ça, c'est parce que les gens se sentent aussi en grande partie en incapacité d'agir.
moi, je pense que nos manières d'aménager le territoire, nos manières de penser la société a été une immense entreprise de désappropriation du vivre ensemble, des individus eux-mêmes. Ça, Henri Lefebvre, un géographe, le disait très bien dans les années 60 déjà. Il disait que dans les grandes villes, alors il a dit plein de choses et c'est presque anecdotique ce que je vais dire par rapport à la densité de sa pensée, mais il disait que dans les grandes villes, les villes néo-capitalistes, les villes post-industrie, que en fait, le seul espace d'appropriation qu'on a, c'est notre propre appartement. Tout le reste, en fait, on passe d'un point A à un point B sans vraiment se rendre compte de ce qui nous entoure, sans vraiment être en lien avec l'autre. Et ça, je pense qu'on peut le généraliser finalement à presque tout type de territoire. Et qu'il y a un vrai enjeu peut-être à se ressentir appartenir à un territoire et avoir de nouveau la capacité d'agir au sein de ce territoire. Et c'est pour ça que travailler sur des marges, pour commencer, ça peut permettre aux gens de montrer qu'en fait, avec un peu de ville de coup, ils peuvent en fait faire des choses pour leur territoire. Un exemple peut-être très concret pour citer ça, ma thèse s'était intéressée plus particulièrement aux jardins familiaux dans la ville d'Alès et aux relations qui s'inventaient autour de tout ça, jardins familiaux pratiqués par des personnes pauvres. Mon hypothèse de travail de départ, l'une de mes hypothèses en tout cas, c'était de se dire que ces gens-là retournaient à la terre majoritairement pour des raisons économiques. Et c'est vrai, ces gens-là veulent accéder à un jardin pour se nourrir, pour éventuellement arrondir un peu les fins de mois en vendant leur surproduction au marché noir. C'est interdit, mais ils le font quand même. Mais je me suis rendu compte qu'au fil de la pratique agricole, il y avait un apprentissage qui se mettait en place qui faisait que cette motivation économique devenait indissociable de toute une série de motivations d'ordre social, d'ordre écologique, d'ordre paysagère, si bien que les jardiniers se mettent à sacrifier, alors qu'ils vivent au RSA, se mettent à sacrifier une partie productive de leur jardin, une parcelle cultivée de pommes de terre, pour mettre un barbecue, pour mettre des tables et des chaises, pour mettre un hôtel à insectes, pour mettre des cultures de bonsaï, par exemple. Et je pense que c'est ce qu'il s'agit de créer dans les territoires. C'est ces chemins d'apprentissage collectif, au fond, qui permettent aux gens de co-apprendre, de créer des communautés apprenantes au sein des territoires qui permettent de cultiver un horizon commun. Et la première étape de cette communauté apprenante, c'est un symbole qui rassemble. À Alès, c'était les jardins, par exemple. Pourquoi les jardins rassemblaient? C'est parce qu'ils répondaient à deux imaginaires. Un peu l'imaginaire un peu écolo, pratiqué par des néo-alésiens, etc., mais aussi à l'imaginaire industriel, car ces jardins familiaux sont eux-mêmes l'héritage, au fond, de la grande apogée d'Alès sous les mines et sous les hauts fourneaux, quoi. Donc là, en fait, on avait un symbole qui connectait deux mondes et qui leur permet de co-apprendre et d'aller ensemble. Et je pense que c'est ce qu'il s'agirait de faire un petit peu dans chaque territoire. Sur la question de l'intergénérationnalité, Claire, alors, moi, je suis très en faveur de créer des liens entre les générations. Il y a un vrai savoir territorial, hein, ne serait-ce que par l'histoire d'un territoire, même si cette histoire n'est pas trop regardée à travers l'angle écolo, c'est pas très grave parce que les vieux peuvent amener justement à ces symboles qui peuvent nous permettre de fédérer. Moi, par exemple, en Cévennes, ceux qui m'ont appris sur l'histoire protestante, c'était des personnes majoritairement âgées. Elle peut paraître déconnectée de l'écologie, mais en fait, elle rejoint un chemin de résistance qui lui est connecté au récit écolo. Donc en fait, on crée un pont. Et donc moi, je suis très en faveur de ces liens entre générations, même si je sais qu'ils ne sont jamais simples à faire. Et je suis d'autant plus en faveur de ça que je pense qu'on évolue au sein d'un cliché, un peu dans les mondes écolos, on entend souvent ça. Alors, j'entends l'efficacité de la punchline, mais je la pense scientifiquement fausse, en fait. Se dire que les mondes de demain appartiennent à la jeunesse. C'est faux, c'est tout simplement faux parce que, en fait, je pense que, et d'ailleurs les modèles démographiques le montrent, la France va suivre le même modèle que le Japon, c'est-à-dire un pays où l'espérance de vie augmente et où la natalité diminue, si bien qu'en fait, aujourd'hui, demain, il y aura plus de vieux que de jeunes en France. Et donc, le monde appartient davantage à la vieillesse qu'à la jeunesse. D'ailleurs, je vous invite à le regarder, il y a un rapport là qui est sorti, je ne l'ai pas encore feuilleté, c'est dans ma top list, mais qui s'appelle « Vieillir ensemble », qui a été porté par le gouvernement et qui met en place des propositions pour appréhender cette forte transition démographique, le fait que la France va devenir un pays vieux, et comment cela peut reconditionner des manières d'aménager le territoire. Moi, je pense que l'écologie devrait fondamentalement se saisir de cette question, l'écologie politique. À mon sens, elle ne l'a pas encore fait, pas de manière satisfaisante, prisonnière comme elle l'est de ces récits du tout jeunesse. Et je pense qu'on devrait se saisir du récit de la vieillesse davantage que du récit de la jeunesse. En fait. Voilà, donc c'est une invitation que là, je lance sans apporter de réponse. Merci beaucoup, Damien, vraiment, pour
la richesse de tes propos et la finesse de ta réflexion. Je crois qu'on va passer la parole à Nathalie, parce que je crois que tu as répondu vraiment à l'ensemble des interrogations qui étaient, y compris si Annie en est d'accord, dans le chat. Nathalie, la parole, il faut que tu rebranches ton micro. On ne t'entend pas parce que ton micro est fermé. Voilà. Ah, Eh bien, voilà. écoutez, tout d'abord, merci pour la proposition de venir m'entretenir avec vous et merci pour le propos de Damien en introduction qui, effectivement, va contraster fortement avec le mien parce que je vais partir de quelque chose de très petit qui est à l'origine finalement de mes travaux, c'est-à-dire le rapport aux insectes. Faut savoir que j'ai fait ma thèse sur comment vivre avec le cafard, donc l'animal, dans les villes, dans des espaces extrêmement urbanisés. Et j'ai récemment travaillé beaucoup sur la question de la mise à mort des animaux et comment on les tue, et notamment les insectes d'ailleurs. Et puis, nous avons également un programme dans les cours d'école de la ville de Paris pour voir comment, avec la désimperméabilisation des sols, finalement, comment les enfants réagissent à la présence de cette microfaune, de ces petites bêtes, comme on dit, pour en parler avec eux. Et donc, on voit bien là, avec les insectes, qu'on a un exemple de vie en commun qui pose des tas de questions, qui n'est pas la même chose que de vivre avec un chien, un chat, ou encore un animal qu'on a choisi d'amener dans son espace, ou des plantes qu'on a choisi d'amener dans son espace. On a là des espèces très étrangères à nous et qui posent plein d'interrogations. Donc, voilà pour dire mon point de départ, et un point de départ qui m'a conduit à réfléchir tout d'abord aux questions d'éthique environnementale, c'est-à-dire des règles de comportement qu'on peut avoir vis-à-vis de l'environnement. Et dans le cadre de cette réflexion, c'est une réflexion que j'avais publiée dans Multitude, dans un dossier qui s'appelait Parler nature en 2013, ou même avant, je crois. J'avais fait ressortir que ces alliances êtres humains, animaux, notamment dans les villes, pouvaient être décrites par une éthique du care, une éthique du soin, un souci de justice à l'égard du monde animal. Cependant, c'est ce que j'écrivais à l'époque, ne pouvait se limiter à une éthique du care, c'est-à-dire à une éthique du soin, puisque le soin, est-ce qu'on prend soin du cafard? Est-ce qu'on prend soin d'espèces qu'on trouve parfaitement répugnantes dans les espaces intimes? Et pourtant, certaines de ces espèces, voire toutes, sont absolument indispensables à la qualité des écosystèmes. Donc, ça posait des questions quant à comment pouvons-nous choisir ce dont nous prenons soin plutôt que quelque chose, au nom de quelle justice, au nom de quel raisonnement scientifique, sensible, éthique. Et pour le coup, j'ai essayé de travailler sur des manières de penser ces règles de comportement à l'égard du monde vivant autour de nous, y compris dans les territoires, puisque je suis une géographe, comme vous l'avez rappelé, et très fortement liée à la question concrète de nos liens. Comment peut-on penser cette relation de manière englobante, de telle façon à inclure, par exemple, la préservation des insectes, y compris de ceux qu'on trouve parfaitement désagréables ou dégoûtants. Voilà. Alors, du coup, j'avais… et bien sûr que cette réflexion, elle accompagne l'idée que la disparition de la biodiversité qu'on constate aujourd'hui pose une question morale d'ensemble. Ça, je le répète, je ne comprends pas des fois, je suis très étonnée de voir à quel point cette disparition nous fait peu souffrir collectivement, humainement. Je veux dire, pour moi, elle est d'une telle ampleur qu'elle pose des questions morales absolument insondables. Et je ne sais pas comment y répondre sur le plan de, voilà, comment fait-on face à un écocide de cette ampleur en restant et en se regardant dans la glace. Enfin, moi, quand je me regarde dans la glace, je me dis, c'est ça d'être humain. Voilà. Et je suis face à ce caractère extrêmement destructeur de ce qu'est être humain. Et ça me pose des questions d'éthique et morale qui sont effectivement très importantes.
Donc, par rapport à ça, je me suis mise à la recherche d'une éthique ou d'une réflexion sur ces questions de justice qui permettent d'ouvrir le champ de la réflexion, à la fois morale, éthique, à un partage de l'espace entre les êtres vivants, y compris les insectes. Donc, voilà, pour moi, il s'agit de passer d'une éthique de la responsabilité à une éthique fondée sur le respect des formes de vie dans leur diversité. Donc ça, c'est un peu le résumé de mon propos. Je voudrais quand même citer un auteur qui, pour moi, par sa langue aussi, est fondamental, c'est Michel Serres. Et vous rappelez ce qu'il a dit en 92 dans le contrat naturel, donc je le cite. Retour donc à la nature, cela signifie, 2 points, au contrat exclusivement social, ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose et de réciprocité, où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l'écoute admirative, la réciprocité, la contemplation et le respect, où la connaissance ne supposerait plus la propriété ni l'action la maîtrise, ni celle-ci leur résultat aux conditions excrémentielles, contrat d'armistice dans la guerre objective, contrat de symbiose. Et il ajoutait, le symbiote admet le droit de l'autre, alors que le parasite, notre statut actuel, à nous, êtres humains, condamne à mort celui qu'il pille et qu'il habite sans prendre conscience qu'à terme, il se condamne lui-même à disparaître. Donc, je trouve que c'est une citation qui résume tout à fait les enjeux actuels. Donc, je vous l'ai dit, j'ai ouvert mon propos par un petit résumé de là où je vais essayer de vous amener. Donc, dans un premier temps, je m'étais occupée de l'éthique du Caire. On y reviendra, hein, notamment, puisque cette éthique du Caire, elle promeut l'engagement envers le proche, elle promeut la responsabilité et les liens humains plutôt que le droit et les règles. Elle est liée à des circonstances concrètes, c'est-à-dire que c'est une éthique qui promeut la prise en charge de ce vivant autour de nous, y compris du vivant fragile que nous sommes, nous les êtres humains, dans des circonstances concrètes. C'est une éthique féministe, hein, bien évidemment, donc qui est très liée finalement au métier que les femmes ont en société, notamment de prise en charge des plus fragiles, des plus âgés. Et donc, je m'étais fondée sur cette éthique du Caire pour essayer de penser cette relation au vivant. Alors, ce qui est important par rapport à cette éthique du Caire encore, c'est que, outre d'être concrète, de dessiner des façons d'être et de n'être pas abstraite, eh bien, elle conduisait à valoriser les situations elles-mêmes plutôt que leurs résultats. Par exemple, si on parle de la transformation d'une rivière par des opérations collectives d'entretien, eh bien, ce n'est pas tant le résultat qui compte que l'opération elle-même qui permet aux gens d'apprendre collectivement à se soucier de l'environnement et à coordonner leurs gestes pour le sauvegarder. Donc, c'est une éthique qui promeut d'une certaine manière la façon dont on a d'apprendre collectivement cette prise en charge de l'environnement. Mais dès ce moment, je trouvais que le souci de justice à l'égard du monde animal ne pouvait être limité à une éthique du Caire. Alors, pourquoi? J'ai d'abord dit que cette éthique du Caire, elle ne prenait pas forcément en charge la question des insectes, de tout ce qui nous répugne. On accepte de prendre en charge un certain nombre d'êtres vivants, mais on a tendance à discriminer sauvagement sur nos balcons, dans nos jardins, dans notre domesticité, tout ce qui nous répugne. Là, je suis en conversation avec une énorme araignée dans mon appartement parisien. Je la regarde, on se regarde. Bon, j'ai quelques répugnances, hein, je vois parce que je lis beaucoup de livres là-dessus et j'entends des collègues qui disent: «J'ai pris une mygale dans ma main», je pense que je n'en suis pas là. Donc ça provoque encore chez moi des répugnances, mais j'ai décidé la trêve, donc voilà, je fais en sorte d'opérer cette trêve jusqu'au bout. Mais il n'empêche qu'une éthique du Caire, ce n'est pas forcément la bonne façon d'entrevoir ces rapports au vivant. En outre, une éthique du Caire, ça repose sur l'idée finalement que cette nature serait sans défense.
sans force, sans puissance propre. Là, je renvoie à des travaux, hein, je les ai découverts récemment d'une certaine manière. Donc, l'éthique du care, elle a été pensée dans un contexte où des personnes prenaient en charge d'autres personnes eu égard à leur vulnérabilité. Or, la nature n'est pas que vulnérable, elle est également puissance d'agir, puissance d'être, elle est finalement ce que nous sommes, y compris dans la maladie. Si vous pensez par exemple à la manière dont nos corps sont malades, et je pense aux maladies chroniques par exemple, vous voyez bien que c'est aussi une forme d'affirmation, de résistance du biologique à l'égard de certaines pollutions qu'on lui fait subir. Donc, d'où la difficulté la double difficulté finalement de penser à partir d'une éthique du care la question du vivant. Bon, je cherchais donc dès alors une justice animale ou une justice du vivant qui permette de rendre compte des interdépendances des êtres vivants à l'œuvre. Je voudrais citer ces travaux de scientifiques hein, qui rendent compte de la manière dont les insectes sont essentiels au bon fonctionnement de tous les écosystèmes, qui pollinisent les plantes, qui recyclent les nutriments, qui servent de nourriture de base aux autres animaux et dont on sait pertinemment dès aujourd'hui que leur disparition aura des conséquences catastrophiques à la fois pour les écosystèmes de la planète et pour la survie de l'humanité. Il faut savoir que les insectes contribuant à la chaîne trophique, à la chaîne de nourriture, en fait, d'alimentation des vivants les uns avec les autres et par les autres, eh bien, beaucoup des autres animaux, notamment les oiseaux, dont on assiste à une baisse majeure des populations, eh bien, vont également disparaître. Alors, si pas d'éthique du care, je m'étais tournée vers l'éthique environnementale. Et notamment, il y a eu tout un courant autour de ça sur l'éthique des vivants animaux. Or, je pense par exemple aux travaux de Signeur, Singer. Bon, ce qu'on se constate par rapport à ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple des insectes, c'est que les animaux qu'on veut le plus protéger, c'est souvent les animaux les plus proches des êtres humains. Je pense par exemple naturellement aux grands gorilles, par exemple, mais on peut penser aussi aux phoques. Et il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que si on était si sensible aux phoques, c'est aussi parce qu'ils avaient des grands yeux comme les bébés et que du coup, ce qu'on discernait en termes esthétiques parmi les animaux qu'on voulait protéger, c'était finalement ce qui était le plus proche de ce qui nous attendrissait comme caractéristique physique chez les êtres humains. Donc, encore une fois, une manifestation que nos éthiques ont une grande difficulté à se décentrer, finalement, à opérer un décentrage par rapport à ce qui nous intéresse. Et du coup, je vais tenter de relier ce qui m'intéresse dans ces différentes formes d'éthique, l'éthique du care, l'éthique de l'environnement, l'éthique des animaux, de telle façon à essayer de reconnaître les existences animales et les droits des animaux, mais des vivants plus largement, à jouir de leur vie, par exemple, grâce à l'approche des capacités. Alors, c'est là où je me suis tournée vers une approche qui a été développée par une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, qui est une philosophe qui a été beaucoup inspirée par Amartya Sen, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2010. C'est une philosophe qui a essayé de penser notamment à partir du droit des femmes en Inde, puisqu'elle s'est beaucoup intéressée à la manière dont les femmes, individuellement et collectivement, eh bien, il ne suffisait pas de leur donner des ressources, il fallait leur donner un milieu de vie, un milieu social, un milieu politique qui leur permette de développer ces capacités d'agir. Donc, en d'autres termes, il ne suffit pas de dire aux femmes, par exemple, allez à l'école, il faut encore qu'elles grandissent dans un milieu qui leur permette d'aller à l'école, qui les autorise à aller à l'école, alors que souvent, elles sont dans des milieux où elles ne sont tout simplement pas autorisées à s'instruire. Donc,
voilà, Martha Nussbaum a beaucoup pensé ça. Et à un moment donné, dans sa réflexion, elle a essayé de penser plus largement la manière dont on pouvait intégrer les animaux et les êtres vivants dans cette réflexion. Comment on pouvait dire, eh bien, il faut donner à tous le droit et la puissance d'agir. Et la puissance d'agir pour les animaux et les plantes, c'est finalement, il faut prendre en considération la manière dont chaque espèce eh bien, a une façon de se développer dans son écosystème et il faut lui donner la pleine capacité à se développer dans cet écosystème, en relation avec les autres espèces. Donc, c'était vraiment une réflexion qui porte, hein, elle est à mon sens assez inaboutie du point de vue de ses attendus, mais il n'empêche qu'elle permet de penser comment chaque espèce a le droit, et nous avons collectivement et sur les territoires le devoir de donner à ces espèces la capacité à se développer sur ces territoires en lien avec les autres. Alors, c'est un travail qu'elle a particulièrement fait dans un ouvrage qui s'appelle « Frontières de la justice », qui a été publié, je n'ai pas l'éditeur, en fait, je crois que c'est chez Flammarion. Donc, je l'ai lu en anglais, à vrai dire, et donc je n'ai pas l'éditeur en français, mais je pense que chez Flammarion, que ça a été traduit. C'est un travail qui a beaucoup été commenté par différents auteurs, hein, cette idée qu'on devait fournir des capacités nécessaires au fonctionnement des espèces vivantes et à leur inclusion dans la prise de décision politique. Et là, ça rejoint par exemple les travaux de Latour et d'autres sur l'idée qui va représenter finalement les écosystèmes au Parlement, alors qu'ils soient finalement locaux ou nationaux. Alors, je vais aller plus vite parce que j'aimerais bien qu'on donne une place plus longue aux questions. Alors, voyons. Donc, dans le 6e chapitre de cet ouvrage, Frontières de la justice, Nussbaum développe et elle soutient notamment que les animaux non humains doivent bénéficier des mêmes droits, protégés et être protégés au même titre que les êtres humains. Donc, les droits en question, et je vais finir là-dessus, qu'elle pense essentiels pour les êtres humains, vous allez voir, c'est des droits assez contre-intuitifs par rapport à la manière dont on a de penser finalement à la fois les plantes et les animaux sur les territoires. Premier droit, le droit à la vie. Donc ça, celui-ci, je pense qu'il ne pose pas de problème dans nos raisonnements. Un deuxième droit, elle appelle la santé physique, et le troisième, c'est l'intégrité physique. Jusqu'ici, on s'y retrouve, c'est-à-dire l'idée que chaque espèce vivante a le droit à jouir de sa vie, à la développer et à préserver d'une certaine manière son intégrité physique. Alors, encore une fois, je suis partie de l'insecte et du cafard, penser le problème que ça pose, ou alors le frelon, par exemple. Vous savez qu'en Allemagne, on n'a pas le droit de tuer les frelons dans les habitations. Donc, on pense différemment cette question-là. Un quatrième droit, c'est le droit au sens, à l'imagination et à la pensée. Et c'est là où on voit bien que on n'a pas l'habitude de penser que les animaux peuvent avoir un droit au sens, à l'imagination et à la pensée. Donc ça renvoie à des choses qui nous sont finalement assez étrangères. Alors, Nussbaum développe sur cette droit par rapport aux animaux et elle dit que pour elle, ça veut dire que les animaux ont le droit à des expériences de plaisir et qu'il faut leur éviter tout ce qui amènerait des douleurs qui ne seraient pas bénéfiques à l'espèce. Bon, donc après, un droit aux émotions.
pareil, donc comment imagine-t-on les émotions animales ou même les émotions des plantes? Je dirige un centre, alors là, ça fait écho à ce que disait Damien en ouverture, c'est le Centre des politiques de la Terre, où il y a des gens qui sont de l'Institut de physique du globe, il y a des écologues, et on développe tout un programme à la fois de séminaires, de réflexion, et on fait un colloque en novembre qui s'appelle Nos sœurs les plantes. Voilà, et on essaye de penser la parentèle avec les plantes. On va d'ailleurs demander toute une série de photos avec celles qui vous sont les plus proches, pour ceux qui viendront se joindre à nous, celles des plantes qui vous sont les plus proches et comment se qualifie ce lien. Mais vous voyez bien que penser les émotions des plantes, ben, ce n'est pas évident. Penser l'intelligence des plantes, c'est déjà extrêmement difficile, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de travaux là-dessus. Alors, Nussbaum dit que les animaux devraient être, c'est plus fort qu'autorisé, je traduis en lisant, qu'ils devraient être autorisés à avoir des vies qui sont ouvertes aux attachements. C'est-à-dire qu'elle pense que les animaux ont des attachements à d'autres animaux, d'autres de leur espèce et éventuellement d'autres qui ne sont pas de leur espèce. Il faut penser au phénomène de symbiose, il faut penser au phénomène de commensalisme, de parasitisme, puisqu'il y a toutes sortes de relations à d'autres vivants. Et il n'y a pas de raison de les empêcher d'avoir ces attachements. Donc, pour elle, les émotions, le droit à l'émotion des animaux, c'est justement cette question des attachements. Alors, un sixième droit, qui est encore plus curieux quand on imagine les animaux, c'est le droit à la raison pratique. Puisque pour Nussbaum, les êtres humains ont le droit à développer des raisonnements. Et pour le coup, elle développe ce droit pour les animaux. Bien, pour elle, c'est une façon de penser que la créature en question a une capacité à développer des fins qui lui sont propres. On pense à une plante, par exemple. Une plante a des fins qui lui sont propres. Je vous renvoie aux travaux de Goethe dès le XVIIIe siècle, qui ont beaucoup fait réfléchir notamment les botanistes ou même les physiologistes. Eh bien, la forme des plantes montre que les plantes ont une forme, ont des fins qui leur sont propres. Et notamment la fin, par exemple, d'atteindre le soleil ou l'héliotropisme. Donc, on voit bien que là, il y a une réflexion, il y a des parallélismes qui sont peut-être un peu tirés par les cheveux, mais qui nous invitent à réfléchir plus avant, finalement, ce que peuvent être les droits ou un rapport de justice vis-à-vis du vivant animal et végétal. Alors, le septième des droits, il y en a encore trois, c'est la question de l'affiliation, on l'a vu, c'est la question des attachements et de la manière dont les formes du vivant engagent des formes d'interrelation. Pensez au hêtre, par exemple, cet arbre magnifique, et sachez qu'il est lié à ce qu'on appelle une mycorhize, c'est-à-dire un ensemble de champignons qui lui permet de faire l'interface avec les sols et les nutriments dans le sol. Donc, on développe toutes sortes d'attachements. Alors, vous me direz, est-ce que le être est conscient de la mycorhize? Est-ce que c'est ça la question, oui ou non? Enfin, tout ça peut être débattu, mais en tout cas, le être a besoin de la mycorhize pour développer des formes de vie. Et puis, les trois derniers droits qu'elle développe, c'est le droit à jouer, le droit d'avoir un certain contrôle sur son environnement. Et là, on parle de sécurité écologique d'une certaine manière, c'est-à-dire, on le voit bien, à nous, les êtres humains, quel problème cela pose quand notre environnement se modifie aussi massivement que ça a été le cas pendant cette pandémie. Ça nous trouble, pour dire le moins. Donc, on peut imaginer ce que ça fait aux autres êtres vivants de se voir, par exemple, transplantés dans des environnements qui leur sont complètement étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui est le cas aujourd'hui, puisque nous sommes en période de transition ou de changement climatique. Donc voilà, je voulais en finir là avec mon introduction sur d'autres
des réflexions sur comment penser la justice à l'égard du vivant sur les territoires. Je le fais de manière un peu provocante, puisque quand on dépasse finalement le discours, on se rend compte des problèmes qui sont posés. Et comme le disait une des personnes tout à l'heure, hein, c'est vrai que sur les territoires, il y a des gens qui ont des discours qui sont très beaux. Et puis après, quand il s'agit du jardin, on les voit abattre les haies impitoyablement, tuer les taupes en mettant je ne sais quoi dedans, etc., etc. Donc, on est aujourd'hui dans cet espace de contradiction. Et je vous rappelle quand même que la loi Zéro Phyto a été, les textes de réglementation des pesticides sur les territoires, c'était 2008, et qu'on est sur une pente plutôt grimpante que le contraire. Donc, pour vous rappeler qu'on est dans cet espace politique très paradoxal quant à nos comportements, avec un désir de se montrer finalement bienveillant à l'égard de la planète et du vivant, et des comportements ou des pratiques sociales qui sont loin d'emprunter le même chemin. Voilà, je vais finir là-dessus, et puis voilà, discutons maintenant. Merci beaucoup, Nathalie. Je vois que tes propos et la construction de ton raisonnement a interpellé les uns et les autres. Donc, merci pour cette description. Merci pour la présentation des travaux de Martha Nussbaum aussi. Et alors, peut-être, j'ai vu qu'il y avait des questions ou des remarques. J'ai vu quelqu'un, Jean-Luc, qui disait « je ne suis pas d'accord ». Donc, ça peut être aussi un débat. Peut-être, Yves, tu as une question, c'est ça? Tu voulais démarrer? Oui, je veux bien une question à la fois pour Damien et pour Nathalie. Ils répondront chacun comme ils le souhaitent. Sur la question qu'a évoquée Damien de l'évolution des 3 temps, hein, de l'aménagement territorial et de l'impact sur le travail, dont il explique assez bien dans son bouquin les conséquences. Sur la question de métropole, moi j'aimerais qu'on ne se trompe pas de débat. Parce que derrière métropole, je pense qu'on met 2 choses différentes. Il y a la question de la métropolisation, c'est-à-dire la centralisation sur un certain nombre de territoires, effectivement, des politiques économiques, etc. Mais il y a aussi une deuxième dimension qui est au niveau local, une gestion métropolitaine d'un certain nombre de politiques qui jusque-là étaient gérées de manière totalement éclatée. Et en tant qu'ancien élu à la métropole du Grand Paris, je peux dire que, par exemple, la question environnementale n'a jamais pu être traitée tant qu'elle était totalement éclatée entre les différentes communes. Et heureusement qu'il y a une forme de coordination métropolitaine pour régler certaines questions, y compris sur les inégalités infraterritoriales, si j'ose dire. Au sein de la métropole, on voit bien comment certains territoires se spécialisent, entre guillemets, voire sont dans une forme d'éviction sociale, notamment. On peut parler évidemment d'antagonisme entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai ailleurs. Et je me demande si, de ce point de vue-là, la forme de construction institutionnelle de ces territoires n'est pas en cause. Je donne un exemple. Je pense que lorsqu'on aura un suffrage universel direct pour l'ensemble des intercommunalités et des métropoles, la question se posera différemment. Parce qu'il y aura une obligation d'avoir des projets de territoire, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, c'est une coalition d'intérêts locaux extrêmement égoïstes, mais sans vision réelle de ce que peut être une métropole. La deuxième chose, c'est sur la nature. Moi, j'ai bien entendu les 2 discours. Je me pose quand même quelques questions. D'abord, je ne voudrais pas qu'on tombe dans une vision un peu idyllique de la nature. La nature, elle est sauvage, elle est violente. Les animaux entre eux, ils se tuent, ils s'agressent pour des raisons de nourriture, évidemment. Mais les plantes aussi, il y a des espèces totalement invasives qui ont une capacité de destruction d'autres plantes. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas donner des prétextes à ceux qui sont totalement dans le maintien de cette opposition nature-culture, en laissant entendre que ce serait relativement idyllique, quoi. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention, y compris sur la question du droit à la vie. Le droit à la vie des plantes et des animaux, comment on répond à la question, mais comment on se nourrit?
enfin, les animaux se nourrissent en tuant et donc en ne respectant pas le droit à la vie des autres, que ce soit dans le monde animal ou végétal. Donc je pense qu'il faut qu'on soit prudent dans la manière de le dire, même si évidemment je pense qu'aujourd'hui cet antagonisme il doit être totalement remis en cause entre nature et culture. Merci Yves. Est-ce que vous voulez réagir ou est-ce qu'on prend une autre question? Jean-Luc Dallage, tu écris beaucoup, mais je pense que tu pourrais prendre la parole. Bah, voilà, moi je suis biologiste Et de mettre ta l'évolution. caméra. Pardon. Ah oui, pardon. Je suis biologiste de l'évolution et quand on parle de fin, alors fin c'était finalité, j'imagine, chez Goethe. Quand on parle de finalité chez les plantes, chez les animaux, alors vous avez parlé d'animaux en général, mais enfin le niveau de conscience, de capacité cognitive entre animaux, c'est pas le même entre un colembole et un chimpanzé ou un humain. Donc moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'on parle des animaux comme un tout, comme s'ils étaient tous, ils avaient tous le même niveau de conscience et de capacité cognitive. Dans mon labo, on travaille sur la drosophile, il y a des interactions sociales. J'ai un collègue qui a travaillé sur l'apprentissage des interactions sociales. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans, mais ça reste, bon, ça reste limité par rapport à ce qu'on peut trouver chez les mammifères ou même chez les oiseaux. Alors ça aussi, c'est un truc qu'on ne savait pas autrefois. Les oiseaux, on pensait que c'était stupide, mais ils sont très intelligents. Simplement, leur cerveau est fait assez différemment du nôtre et le siège de leur capacité cognitive n'est pas du tout là où c'est chez les mammifères, donc on s'est fait avoir. Je suis très d'accord avec ce que dit Yves. Voilà, chaque espèce a son petit cocon quand même. Nos ancêtres ont essayé de se mettre à l'abri d'une nature qui était quand même un peu hostile. Et nous, au XXIe siècle, on a un peu exacerbé ça en nettoyant tout autour de nous. Voilà. Mais effectivement, moi, j'ai du mal à imaginer que l'humain serait la seule espèce méchante avec les autres, alors que les espèces entre elles se bouffent. Simplement, c'est la nature. Voilà. Alors, bon, c'est pour ça. Alors, la finalité, nous, entre évolutionnistes, quand on dit telle espèce a telle adaptation pour faire ça, on sait ce que ça veut dire entre nous. Ça veut dire que si c'était pas comme ça, cette espèce n'aurait pas pu s'adapter, aurait disparu. Donc, quand une plante pousse vers le soleil, c'est que si elle ne le fait pas, eh ben, tant pis pour elle, elle meurt. Voilà. Donc, la finalité, c'est plutôt le résultat en creux de la sélection. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Jean-Luc. Je crois qu'il y a Pablo qui voulait réagir aussi. Non, j'ai juste réfléchissais par rapport au fait que l'homme, il est responsable aussi de l'importation dans des écosystèmes, d'un certain nombre de formes de vie, que ce soit des espèces animales ou végétales, et ça vaut particulièrement pour les insectes, qui vont à leur tour déséquilibrer ces écosystèmes. Et parfois, la régulation aussi s'impose, puisque nous pouvons être à l'origine de ces déséquilibres, mais nous pouvons aussi être des acteurs d'un rééquilibrage des écosystèmes fragilisés par notre action. Je voulais quand même réagir à ça parce qu'il y avait un morceau de mon histoire. Il y a un ouvrage qui est paru, mais alors seulement en anglais, sur les questions de l'adaptation au changement climatique pour les espèces. Donc, c'est aux États-Unis essentiellement, c'est-à-dire c'est toute la biologie, comment ça s'appelle, l'écologie de l'adaptation, je ne sais plus comment ça s'appelle ce courant. Et en fait, il s'avère qu'il y a des réseaux de volontaires qui transportent des espèces. Par exemple, il y a une espèce de papillon qui est à tel niveau de la montagne. Ben, ils vont transporter, parce que ce papillon n'arrive pas à descendre pour aller plus au nord, etc. Donc, ces réseaux de volontaires vont se porter volontaires pour aller sauvegarder ce papillon et vont le transporter dans un autre plus au nord. Et ça arrive avec des arbres aussi. Alors que les écologues de la restauration ou les biologistes de la restauration ou de la conservation ne veulent pas faire ça parce qu'ils disent que justement, en transportant ces espèces, on risque de détruire ces autres écosystèmes dans lesquels on transporte ces espèces. Mais
la raison publique, d'une certaine manière, c'est-à-dire la sensibilité publique des militants ou des activistes, veulent à tout prix préserver ces espèces et donc l'ont fait sous le manteau. Et ont transporté ces espèces dans d'autres régions plus au nord sous le manteau, alors que c'était interdit par les écologues de la… Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de cette question-là, on va avoir des sensibilités, des façons de penser la justice très différentes. Moi, je ne dis pas il y a une seule raison et il faut la tenir, je dis c'est un débat qui doit être débattu, justement. Et pour réagir par rapport à Yves, je ne suis pas du tout sur une vision idyllique, autrement je n'aurais pas parlé de cafards et de frelons. Et j'ai bien dit que l'éthique du Caire me posait de problème, là, à l'endroit même où on ne pensait pas justement cette violence ou cette violence de la nature, puisqu'il faut la substantifier. Donc, je ne suis pas du tout sur une version idyllique, je suis simplement en train de dire que si on veut, nous, collectivement, avec nos microbes, nos insectes, nos oiseaux, survivre et vivre au futur, il va falloir penser les relations et donc une justice faite à ces relations et non pas à des individus, qu'ils soient une plante ou un humain, mais vraiment penser une éthique relationnelle. Et là, je fais écho à ce que disait Damien, puisqu'il a parlé d'éthique relationnelle à un moment donné, enfin de relationnisme. Il y a tous les travaux de Chan par rapport à ça qui sont tout à fait intéressants. Il faut arriver à penser c'est quoi une relation, comment on lui rend justice et au nom de quoi. Donc voilà, je rebondis en divers. Merci Nathalie. Est-ce que, Damien, je vois ton enthousiasme dans des petits cœurs, est-ce que tu veux dire un mot quand même? Oui, si tu veux, Claire. Alors peut-être d'abord pour répondre aux deux interrogations de Yves qui rejoignent celle de Pablo et également une question sur les langues locales qui pour moi rejoint aussi cette question de la dualité nature-culture au fond. D'abord sur les métropoles, en fait, c'est vrai que dans mon discours, j'ai tendance à dualiser parfois, parce que je trouve que c'est opérant d'un point de vue politique plus que pour être anti-métropolitain. Et d'ailleurs, dans la définition de territoire qu'on essaye de travailler là avec des collègues, comme on définit les territoires comme en fait une échelle de relations émancipatrices, il y a un chantier politique derrière de refaire territoire dans les grandes métropoles. En fait, d'inventer des métropoles par une vie de quartier condensée, des vies de village, en fait, une somme de villages, en somme. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très fertile, notamment à porter. Et je crois qu'aussi, tu as tout à fait raison, et ça, on le voit, que les métropoles peuvent être pensées un petit peu autrement. L'un des problèmes, c'est que les grandes métropoles sont réinjectées dans un récit néolibéral et capitaliste, participant donc à la compétitivité des territoires. Et là, c'est un jeu de David contre Goliath, c'est-à-dire que les métropoles ont déjà tout pour écraser les autres territoires. Mais on pourrait très bien imaginer les métropoles autrement, les métropoles comme rayonnant vraiment à l'échelle d'une région et redistribuant des dynamiques. Et là, je pense qu'il y a des projets politiques qui restent de l'ordre de l'anecdote par rapport au développement territorial actuel, mais qu'on pourrait actuellement repenser. C'est par exemple, vous avez dû suivre Claire et Yves, mais Antoinette Bulle portait un projet de jumelage entre Paris et des campagnes pour que Paris redistribue en fait opportunités et argent pour des projets qui seraient portés à partir des campagnes. Voilà, ça me semble des agendas politiques qui renouvellent en fait la vision même métropolitaine et qui me semble relativement intéressant. Ce que tu proposais, Yves, sur l'électorat aussi dans les grandes métropoles, c'est-à-dire choisir en fait les gouvernances des grandes métropoles par l'acte démocratique, ça me semble également très fertile et à mobiliser également. Sur la question très rapidement de la dualité entre nature et culture, tout à fait, et moi je rejoins les propos de Nathalie, c'est vrai que ça transparaissait un peu moins dans mon discours, mais ça je l'ai réalisé, c'est que par exemple en Cévennes, là où j'ai fait ma thèse, tous les néo-ruraux m'ont dit la nature elle est belle ici, mais elle est dure, on s'en prend plein la gueule tous les jours, quoi. Et c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça que les Cévennes ont été vidées, que l'agriculture a été abandonnée dans les Cévennes. En fait, pour moi, combattre la dualité entre nature et culture, plus que fantasmer la nature elle-même, pour moi, elle a deux braquets très forts, dont l'un qu'a cité Pablo notamment. Le premier, c'est de montrer qu'en fait, pour créer des équilibres territoriaux, on a besoin de fonder des récits entrelacés entre nature et culture. Et ça, les sociétés autochtones le montrent très bien, en fait. Les sociétés autochtones qui n'ont jamais dualisé nature et culture ne vivent pas en harmonie avec la nature parce qu'elles chassent, elles tuent également.
mais en tout cas ont des modes de symboles, ont des modes de récit, ont des manières d'aménager l'espace, des manières de faire politique, qui ne remettent pas en cause la capacité des générations futures à vivre ce même territoire. C'est là où c'est intéressant. Dans le même sens, combattre cette dualité entre nature et culture montre aussi, ça c'est quelque chose à porter aussi en politique, que la flèche du temps n'a pas qu'un seul sens et qu'il y a d'autres manières, il y a des manières plurielles de faire modernité et de faire progrès. On a tendance à penser que, voilà, que le progrès suivrait une ligne, enfin pas trop chez les écolos, mais en tout cas quand on sort un peu des cercles écolos, c'est-à-dire auprès de 95% de la population française à l'heure où on parle, on a quand même cette tendance à penser que le progrès suit une ligne, et c'est faux en fait. Il y a plein de chemins parallèles possibles pour porter ce progrès. Et effectivement, et là je rejoins Pablo, le deuxième enseignement qu'on peut porter en combattant cette dualité entre nature et culture, c'est se dire qu'en fait l'humain, il n'est pas forcément néfaste aux écosystèmes. Au contraire, il peut être source de création d'une forme de nature, il peut créer de la diversité culturelle comme naturelle. J'utilisais l'exemple des Cévennes, c'est exactement ça les Cévennes, c'est des systèmes paysans cévenols qui ont créé de la biodiversité exceptionnelle des Cévennes, qui ont permis aux Cévennes d'être labellisées à l'UNESCO. Ils ont abandonné les campagnes, c'est cette même biodiversité qui est aujourd'hui en péril. Et là, derrière, ça porte une grande question, à mon sens, qui est à la fois une hypothèse scientifique et politique, c'est de se dire que finalement, à partir du moment où on se descend de cette dualité entre nature et culture, il n'y a pas tellement de territoires dans lesquels on peut habiter, des territoires dans lesquels on ne peut pas habiter. On est plutôt sur une question de comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques. Et je pense que c'est cette question qu'il faut porter. Et là, il n'y a pas de recette toute faite. En fait, ça dépend de chaque lieu, de chaque territoire, de la typologie, d'un bassin versant, etc. Petit pas de côté, je finirai par là, pour ne pas être trop long. Augustin Berck, Nathalie doit bien connaître aussi, moi c'est un géographe qui était, c'est vrai, assez influent pour moi. Il a travaillé une forme de découpage pour penser le vivant, qui n'a rien à voir avec nos découpages politiques actuels, mais je pense qu'ils sont assez intéressants à fertiliser pour mieux re-questionner les découpages auxquels nous on a l'habitude, pour mieux aussi faire transiter notre République. Selon lui, il y a 3 grandes échelles auxquelles s'invente le vivant, 3 grandes échelles auxquelles on pourrait associer des compétences politiques. La première, c'est le matériau physico-chimique de l'atmosphère, de la Terre. C'est une échelle très macro auquel on pourrait associer, par exemple, la lutte contre le réchauffement climatique à une échelle internationale. Deuxième échelle, sur ce matériau physico-chimique, on ajoute la vie, plantes, végétaux, animaux, etc. Et là, cette vie, elle va correspondre à des équilibres qui vont être davantage sur des grandes biorégions, entre guillemets, les écosystèmes boréaux d'un côté, les écosystèmes méditerranéens d'un autre, etc. Et là, on pourrait penser, voilà, une échelle d'action politique de maintien de ces grands équilibres écosystémiques, de forme de redistribution aussi sociale, etc. Et enfin, troisième échelle, l'échelle du symbole, l'échelle de la mésologie, il dit ça comme ça, de l'écoumène, dirait Augustin Berck. Bon, c'est des noms un peu théoriques, mais voilà, l'échelle du symbole, l'échelle des représentations, les modèles sociaux, en fait, le vivre ensemble. Et là, on est sur des échelles beaucoup plus fines. Au fond, on est sur des échelles beaucoup plus modestes. C'est par exemple les Cévennes d'un côté, la Bretagne de l'autre. Et là, on pourrait penser des vraies politiques de vivre ensemble. Voilà, moi, je trouve ces 3 échelles, alors, elles dynamitent un peu le cerveau par rapport à ce dont on a l'habitude en politique, mais je trouve assez intéressant de les observer d'un coin de l'œil comme ça, pour mieux essayer de penser les transitions dans les échelles politiques sur lesquelles on a prise, c'est-à-dire celles qui préexistent actuellement dans notre République. Merci. Merci beaucoup, Damien. Je crois que Alice voulait dire un mot, et puis Pablo, et puis Isabelle. Oui, juste une petite remarque. Je trouvais vraiment très intéressante cette approche par Nathalie du CARE, et donc oui, en fait, un peu d'une critique quoi, de l'action sur l'environnement aujourd'hui qui prend soin, au lieu de vraiment comprendre les besoins quoi, de chaque espèce, etc. Et donc, qui fait système, enfin, de comprendre les besoins à l'intérieur d'un système. Et ça fait lien, mais je pense que tout le monde l'a vu aussi, avec ce qu'on a dit sur la santé, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu qu'aujourd'hui, notre système de santé, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, s'intéresse plus à soigner les malades plus qu'à faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades, quoi. C'est-à-dire de donner les bonnes conditions
pour être en bonne santé. Et du coup, c'est beaucoup plus complexe parce que du coup, il faut s'attaquer à l'alimentation, aux conditions de travail, aux conditions de déplacement, des mobilités, de la pollution, de l'activité de sport, etc. Mais je trouve que c'est un peu la même approche entre ces deux sujets. Je trouve ça donne un sens à l'ensemble. Merci Alice. Pablo? Oui, je voulais rebondir. Je trouve très intéressant les propos de Damien, qui interroge la question du vivre ensemble, de la création du lien. Il parle des villages, du rôle du café dans un village, de tout ce qui fabrique du lien. Et tout cela, évidemment, interpelle notre façon d'aménager les territoires, la question, les rapports entre ville et nature réinterpellent la question de l'artificialisation des sols. Et ce qu'on voit, c'est que malgré quelques décennies de prise de conscience et d'injonction de l'État sur la question de l'économie des sols, de la sobriété foncière, d'un certain nombre des directives, l'étalement urbain se poursuit, l'essentiel de l'urbanisation s'est fait sous la forme des tissus pavillonnaires, des lotissements, qui ne fabriquent pas du vivre ensemble, qui ne permettent pas l'implantation des équipements, des services et des commerces de proximité. Et donc, ces discours de Damien soutiennent très fermement la nécessité de sortir de ces logiques qui sont encore à l'œuvre, des zones de développement urbain monofonctionnelles, des zones d'activité économique, des zones commerciales, des tissus résidentiels qui ne fabriquent pas du lien, qui ne fabriquent pas du vivre ensemble. Et je pense que si on voulait être concret, il faudrait traduire l'ensemble de ces discours en termes d'aménagement du territoire. C'est qu'on est loin de faire. Entièrement d'accord. Pablo ne l'a pas dit, mais il est architecte et urbaniste. Et donc, c'est de ce prisme-là qu'il tire son expérience. Merci beaucoup, Pablo. Donc, Isabelle. Oui, juste rapidement revenir sur une question d'Annie au départ sur la notion de peur. Alors peur entre les humains, peur de l'étranger, peur de l'autre, peur du vivant. Il y a pas mal de choses à voir autour de cette notion de peur, je pense, qui est un frein à à ce vivre ensemble, à ces liens. Et bon, basé souvent sur la non-connaissance, hein. On sait aujourd'hui que c'est cette peur de l'autre qui nous freine. On le voit aussi, si on va plus loin, sur la partie concernant les migrants notamment, et de façon dramatique, hein, avec ce qui se passe en Méditerranée. Mais là, je voulais revenir par rapport à la peur. Tu parlais tout à l'heure, Nathalie, des insectes. Alors c'est vrai que où on met la limite. Moi, par exemple, par rapport à toi, je n'ai plus peur des araignées. Je vais même dire, au risque de choquer certains, que ça me sert d'insecticide pour certaines zones de mon habitat, aux grandes dames de certaines personnes qui ne comprennent pas. Mais bon, voilà, au moins ça ne pollue pas. C'est pas chimique, c'est du vivant. Par contre, c'est vrai que ce matin, j'ai tué une tique sur mon chien. Bon, alors donc là, je mets bien une limite. Et la tique qui peut donner certaines maladies, alors que je suis sûre que c'est une tique sur je ne sais pas combien qui donnerait cette maladie. Et donc là encore, c'est la peur. Comment nous sortir de ces peurs qui nous freinent, qui nous rendent inhumains finalement, même entre nous humains. Et bon, la connaissance, effectivement, moi j'avais une amie qui avait très très peur des serpents. Elle est dans un CAUM, non, un centre permanent d'initiation à l'environnement, CPIE aujourd'hui. Et quand elle est dans la nature, elle nous montre des serpents, elle les touche même. Donc la connaissance nous permet d'arrêter nos peurs. Et c'est cette connaissance qu'il faut développer à la fois au niveau de la sensibilisation, de l'éducation, etc., dans les écoles, ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur notre rapport et cette dualité culture-nature,
comment ouvrir, comment nous libérer de ces peurs. Merci Damien et aussi Nathalie. Merci. Isabelle pose une toute petite question. On va prendre 5 minutes pour y répondre. Bien sûr, ça Voilà, va suffire. 7 heures. On est passé instantanément de la philosophie à l'anthropologie et maintenant aux sciences de l'éducation, à l'environnement. Alors, je crois qu'en termes de peur, on a un témoignage passionnant de Monsieur Moget qui a levé la main, qui est un chevrier. Oui, toi, tu as levé la main, Eric. C'est une erreur. Alors, parle-nous du loup. Parce que quand on est chevrier, on a peur du loup ou on n'a pas peur du loup? Tu nous dis un mot? Ta main a été levée par... Ton micro, ton micro. On t'entend pas là, il faut que tu ouvres ton micro, Eric. Voilà, ça y est. Vous m'entendez? Alors, quand on est chevrier en pleine montagne, on vit chez le loup. On vit chez le grand-duc qui a fait une petite, qui a fait des petits grands-ducs dans ma grange. Donc, j'essaie de plus rentrer pour pas le déranger. Même s'il m'avait attaqué un petit cabri. Voilà, on vit chez eux. C'est le respect. Mais malheureusement, Nathalie parlait des insectes, par exemple. Normalement, on doit vivre dans la nature avec des insectes qui vivent naturellement. Mais quand les milliers de moutons arrivent, pour faire du surpâturage quand même, hein, c'est avec des millions de mouches. Donc, voilà, on introduit des insectes là, nous, par notre non-respect de ce qui devrait être par rapport à la nature, ce qu'on devrait être par rapport à la nature. Donc le loup, je le respecte, il me prend de temps en temps une chèvre parce qu'il est intelligent malgré mes patous, tout ça. Mais mes chèvres ne vont pas mourir à l'abattoir comme la plupart des moutons et des éleveurs qui parlent de l'amour des animaux, alors qu'en fait, dès que la chèvre donne moins de lait ou que le mouton est un peu trop vieux, hop, à l'abattoir. Non, on essaie de vivre au mieux dans cette nature, de la respecter, parce qu'on n'est pas chez nous. Voilà. L'être humain se croit partout chez lui, et c'est bien ça la catastrophe. On est dans cette nature et on respecte le loup, on respecte le grand-duc, on respecte l'aigle et le renard qui ont dû me manger 14 poules. Mais bon, voilà, j'avais envie que mes poules, elles soient un petit peu libres. Non, la nature a pris le dessus, mais ça fait rien. Voilà, c'est le respect. Tout est dans le respect, en fait. Et puis, d'ailleurs, j'en parlais à Yves et Yves m'avait dit que c'était pris en considération que la terre ne nous appartient pas, on appartient à la terre. Et dans le milieu agricole, je pense que la terre devrait être un bien commun et ne pas nous appartenir. Ça veut dire que toi, sans que ce soit la Russie, hein, il y a un moment, il faudrait qu'on puisse dire, toi, tu ne respectes plus la terre, alors tu sors de là, on va mettre quelqu'un qui va la respecter. C'est une utopie, mais je pense que tant qu'on n'arrivera pas par l'éducation, comme disait Isabelle, à faire changer les choses, par l'éducation. La FNSEA, c'est un lobby énorme, il ne faut quand même pas rêver, hein, mais pour que ça change, il faudrait que ça change un peu. On parle d'agriculture raisonnée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est même le bio qui commence à être pris, faut plutôt aller sur Nature et Progrès. Le bio, ça commence à ne plus être très bio. Dans l'élevage, un exemple, bio normalement, on peut avoir des chèvres enfermées avec un parc là devant, et puis on leur donne des produits bio et ça va être bio, mais ils ne seront pas en parcours. On peut mettre des cabris, on les enlève de sous la mer, on lui donne du lait en poudre bio et ce sera du cabri bio. Voilà, c'est tout part un petit peu à volo et c'est comme ça. Il y a du combat à faire. Un grand merci, Eric. Je t'en prie. Merci à vous. Témoignage en direct des Hautes-Alpes. Non. Alpes de Haute-Provence. Hein? Alpes de Haute-Provence. Pardon. Est-ce que il y avait encore une dernière prise de parole? Damien et Nathalie, est-ce que vous voulez répondre aux interpellations vite fait? Oui, Damien?
J'allais dire que je veux bien laisser la main à Nathalie sur la question de la peur, de manière un peu égoïste aussi, parce que j'ai bien envie de l'écouter sur cette question. Si tu as envie, Nathalie, hein, bien sûr. Avec ton micro, Nathalie. Oui. Non, c'est vrai que je réfléchis dernièrement beaucoup à cette question de la peur, vu qu'on sait très bien que tous les mouvements racistes, xénophobes sont très liés à cette question de la peur, hein, d'une peur reportée d'une certaine manière. Enfin, d'où la fameuse question du bouc émissaire, hein. Plus tu as peur de l'avenir, plus tu as peur, plus l'angoisse écologique montre d'une certaine manière, plus on peut avoir peur justement que cette peur se reporte sur des objets qui ne permettent pas de la traiter, qu'il y a un décalage complet entre les politiques écologiques et sociales qui vont être menées et la peur qui va nous porter vers des politiques qui vont être au contraire totalement improductives de ce point de vue-là. Donc, c'est vrai que la peur est au cœur, devrait être au cœur de nos préoccupations. Donc, il y a la peur du vivant d'un côté. Terrasson en a beaucoup parlé. J'ai vu Damien dans le chat qui en parlait. Évidemment, c'est un auteur pionnier de ce point de vue-là, à avoir pensé cette peur de la nature, hein, et ce qui nous faisait agir contre elle. Mais il y a la peur tout court qui s'apparente à finalement quel va être le futur. Et ça nous fait peur de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, puisque la peur, c'est beaucoup lié à l'incapacité de la maîtrise. Et de fait, quand on voit comment certains traitent leur jardin, en éradiquant toute surprise éventuelle, tout insecte, toute taupe, toute adventice en termes de plantes, eh bien, ça revient finalement à vouloir d'un espace entièrement contrôlé, sans aucune raison d'avoir peur d'un futur. Donc, comment fait-on avec cette incertitude sans qu'elle s'apparente à la peur, sachant que l'incertitude va être le régime dans lequel on va vivre toutes ces prochaines décennies? Ça, c'est une vraie question à poser sur le plan politique. Merci. Alors là, vraiment, je crois qu'on atteint le terme de notre discussion sur une magnifique question. Je ne pense pas qu'on pourra la résoudre ce matin, mais vraiment, un grand merci pour la qualité et le contenu et la densité de nos propos, de vos propos essentiellement. Je voulais juste dire un mot sur la dernière exposition que j'ai eu la chance d'aller voir, là maintenant que l'on peut sortir de chez nous, au musée d'Orsay, conduite par Laurence Descartes, qui vient de prendre justement la présidence du Louvre, qui est donc l'invention de la nature au XIXe siècle à travers l'art, et qui repose finalement de façon extrêmement simple et abordable par tous, à des niveaux différents selon l'intérêt que l'on porte à la question, mais la construction culturelle de ce rapport aux vivants, aux animaux, que l'on a magnifié, surtout au XIXe siècle, à travers une tradition, une expression picturale singulière, en lien avec l'évolution de la référence et de la culture et du niveau de connaissance auquel on accédait. Je pense que c'est très important. Jean-Luc Dallage disait une chose fondamentale tout à l'heure, c'est qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé ce que aujourd'hui on comprend du fonctionnement du monde vivant. Et cette exposition que je vous recommande pour tous ceux qui peuvent passer à Paris met bien en lien tout ce que nous disons en ce moment, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un discours et une réflexion qui évoluent aussi en lien avec les découvertes scientifiques qui sont là pour le coup incontestables, et tout ce que l'on va en faire. Donc, je ne dis pas que ce matin nous avons tout réglé, mais je crois que nos séminaires, et c'est ça qui me tient particulièrement à cœur, sont là pour poser les termes du débat. Et merci Nathalie pour cette dernière question, et merci beaucoup Damien bien sûr pour toutes tes interventions et tout ce que vous nous avez apporté de façon extrêmement constructive et pédagogique, et même presque poétique pour vos deux présentations. Alors, je vois juste une main qui s'est levée sur mon écran. Si c'est peut-être une intervention, une dernière question, mais sinon, Alexis,
Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. Justement, j'ai vu une publication de Damien ce matin et je suis arrivé en cours de route dans le séminaire et j'ai été ravi vraiment je voulais juste le dire, ravi de ces discussions-là. Et puis, je connais déjà Nathalie Blanc, j'ai pu discuter avec elle lors d'un séminaire aussi avec les jeunes écologistes l'année dernière sur l'esthétique environnementale. Et tout ce que vous avez dit là ce matin m'a fait penser à un texte que j'ai lu en philosophie cette année qui s'appelle Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas, évidemment. C'est beau. Oui, voilà. Et justement, dans une partie qui s'appelle La liberté mise en question, j'avais une explication de texte à faire dessus. Et j'aimerais juste vous lire la conclusion que j'avais écrite qui tient en quelques lignes et qui, je pense, entre en écho en fait avec tout ce que vous avez dit, parce que ça m'y a fait vraiment penser sur la question de l'autre et comment notre liberté, nous, en tant qu'humains, en tant qu'être humain, entre en relation avec autrui, avec l'autre, dans tout ce qu'il a de divers et de pluriel. Et donc, je vous la lis. En définitive, la rencontre entre moi et autrui engendre une brisure de la continuité propice à l'abus de pouvoir de la liberté, naïvement spontanée. La recherche de la vérité, selon une dimension théorique, est précédée par une vérité qui se fonde moralement dans le moi, par l'entremise d'autrui. Cette première forme d'expérience asymétrique rend le moi dépendant de lui depuis la honte qu'il a découverte et qui lui a fait comprendre l'importance de l'humilité. Désormais, il sait qu'il ne peut pas tout dévoiler, puisqu'autrui est là, insaisissable. Bien plus qu'une hétéronomie entre deux entités, autrui n'existe que révélé dans une parole terrestre, celle du moi. Il faut alors que le moi parle, inspire, pour qu'autrui surgisse aussitôt, rendant la responsabilité morale du moi inesquivable et contemporaine de sa naissance. Reprenant l'adage « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres », la manifestation d'autrui au plus près du moi et le poids qui lui incombe ne signent pas l'arrêt de mort du pouvoir de la liberté. Au contraire, autrui veille uniquement à ce que le moi ait pris conscience de la violence qui s'y cache et des effets qu'elle a sur les objets qu'elle identifie. Malgré toute la force de sa spontanéité, de son exercice libre, le moi est incapable de revenir à l'origine de cette parole née d'autrui et dite en soi. Il balbutie de sorte qu'il a toujours besoin d'autrui. Et j'aimerais juste terminer par un poème parce que j'avais fait ça aussi l'année dernière quand Nathalie Blanc était là, qui reprend aussi tout ce rapport avec l'autre et tout ce qu'il y a justement d'incompris, mais justement aussi d'intéressant et d'attirant quand on est avec l'autre face à l'autre. Donc c'est un poème de l'écrivaine et poétesse danoise Pia Tavdrup, et donc intitulé « Pas les chiens du chasseur ». Et dedans donc, elle écrit « La respiration se mêle au bruit lointain. Non, pas les chiens du chasseur, d'autres bruits. Des échos dans la nuit de rouille et de sang, obscurité et humidité de la forêt, la lune à travers les sapins, ce qui se cache entre racines et branches, troncs et feuilles, se dégage. Ce qui est mou, pourri, attendri et fragile, le lisse, le rugueux, le dur et ce qui est bien chaud. Ma respiration cerne dans l'air. Des nuages glissent gris devant le disque blanc comme soie. Odeur de champignons, mousse. Pas les chiens du chasseur, mais l'aboiement du chevreuil. Si une tête d'animal poussait sur une de mes épaules, dans quel Père Dieu plongerais-tu ton regard? Et ce poème, donc pour bien terminer,
est vraiment fascinant. Je l'ai lu hier et vous m'avez fait tout de suite penser par vos 2 interventions à ce poème, parce que vraiment, on a cette question d'autrui, cette question de la faille, de la brisure qu'il y a dans la relation que moi, je porte à autrui et qu'autrui m'impose. Et c'est ça qui est, je pense, vraiment attirant, et qu'on a, il y a une grande problématique, mais en même temps, à la fois qui fait, comme vous disiez tout à l'heure, peur, mais en même temps qui nous donne envie de continuer, qui nous donne envie de travailler. Voilà. Merci beaucoup, Alexis, pour cette intervention poétique qui va nous permettre de conclure cette rencontre. On aurait aimé continuer, franchement, je trouve qu'on était bien partis, mais voilà, nos emplois du temps nous rappellent à l'ordre. Encore une fois, vraiment un très grand merci à vous deux, et puis à toutes celles et ceux qui sont intervenus ce matin, des Cévennes et d'ailleurs, pour permettre collectivement, et je crois vraiment à la nécessité et à l'urgence de la construction de ces débats, pour que nous ayons au moins, dans ce qui a été abîmé ces 50 dernières années, que l'on ait au moins fait ce qu'il fallait pour poser les termes d'un débat qui oriente vers un autre monde, vers une autre façon de penser, qui va être longue, mais dont on sent bien ce matin la nécessité pour engager une alternative. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de changer de regard sur tout ce qui nous a été inculqué dans le monde occidental depuis malheureusement très longtemps. Et donc on est à une inflexion et à un moment de transition dans lesquels la situation sanitaire est pour moi un accélérateur potentiel du moment. Donc merci infiniment, et j'espère à très vite.